Je pense que depuis les années 80, il y a un changement radical de statut de l'architecture militaire classique. Probablement d'une part parce que c'est la première génération, avec Robert Borneck, puis avec Philippe Prost et moi-même, d'historiens d'art et d'historiens de l'architecture qui commencent à avoir un discours sur ce patrimoine militaire qui était auparavant l'apanage d'anciens militaires qui ne les voyaient que comme techniciens, ou parce qu'ils y avaient combattu, ou parce qu'ils y avaient été constructeurs. Et que je pense que ce regard d'historien d'art était nécessaire pour construire des typologies. Et deuxièmement et surtout, je crois que la véritable rupture, c'est qu'effectivement, les années 80, c'est le début de la décentralisation, et donc brutalement, ce qui est par excellence un patrimoine d'État, posé sur les frontières de territoires qui se sont modifiés puisque la construction européenne passe par l'abandon de ces vieux forts des frontières terrestres, fait que brutalement ce patrimoine est transféré à d'autres types de collectivités, l'État n'étant plus porteur de projets, d'initiatives, et même plus propriétaire foncier. C'est quand même un mouvement radical qui entraîne un changement de nature, de fonction considérable de ces patrimoines, qui n'ont plus leur valeur d'usage traditionnelle, qui n'ont plus leur charge de symbolique de lieu d'encasernement et de guerre et d'expression de l'État central qu'ils avaient. Les collectivités territoriales sensibles à ce patrimoine ont commencé à y mettre le doigt. Alors jusqu'au cou, parce que c'était très cher. C'est un patrimoine très, très ingrat parce que c'est des hectares de toiture, c'est des kilomètres de courtine. Quand ça s'effondre parce que les végétaux sont rentrés dedans, le réparer, c'est pas évident et c'est cher. Donc c'est un patrimoine très difficile, mais en même temps, je dirais, c'est le plus... Ce sont des épures de briques, de gazon et de grès. C'est une architecture étonnante. Je pense que la pérennité des plus importants de ces ouvrages n'est garantie que si on trouve des solutions de réutilisation respectueuses du lieu, mais garantissant un revenu suffisant pour l'entretien. Aujourd'hui, il est clair que les deux phases de cette réappropriation du patrimoine militaire classique, que sont la restauration et la réutilisation, et donc la modification de l'usage d'origine, sont les enjeux essentiels, d'autant plus que c'est des patrimoines qui aujourd'hui sont extrêmement sollicités par du projet. Je veux dire, beaucoup de projets d'architecture en province tournent autour de ce type de patrimoine parce que, brutalement, depuis les années 80, des friches considérables, des friches militaires se sont libérées en centre-ville. Et qu'il a fallu donc poser un discours, poser du projet, trouver des limites à la réutilisation. Est-ce qu'on peut effectivement faire du logement HLM dans une caserne? Est-ce qu'on peut faire d'une citadelle qui a été une prison, une université ou un centre commercial? La leçon qu'on peut retenir aujourd'hui, où la notion d'environnement est devenue prééminente, même dans la perception du patrimoine culturel, c'est qu'effectivement, c'est des masses qui sont à l'échelle des paysages. C'est des masses qui s'adaptent à une intelligence des sites militaires parce qu'elles passent par une compréhension profonde des hauteurs relatives, du substrat, de la relation entre la nappe d'eau et la colline, la haie d'arbres, qui fait qu'il y a une étude d'impact, d'insertion de la forteresse dans le paysage, dont les plans rendent compte, qui est proprement exceptionnelle. Il est important de constater que la candidature UNESCO, qui a été donc souhaitée par la France pour 2008, de ces 14 sites du réseau des sites majeurs de Vauban au patrimoine mondial, est une grande première en Europe. Il faut bien insister sur le fait que c'est la première fois qu'un État européen met en valeur pour le patrimoine mondial son architecture militaire classique. Donc c'est un enjeu important à l'échelle de l'Europe qui pourra se concrétiser véritablement si on arrive à montrer que Vauban incarne un grand moment de l'histoire de l'ingénierie européenne. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'est pas cette dimension nationale qui est un peu pitoyable, si elle n'est que ça, de Vauban qui pourrait suffire, mais qu'il y a une internationale des ingénieurs que Vauban incarne et qui ensuite, dont le relais est pris par d'autres écoles nationales au XIXe siècle, mais qui a été un moment considérable de construction de l'Europe par les échanges de savoir-faire et de savoir technique.